très, très grand plaisir d'accueillir en studio Martin Hébert pour parler d'anthropologie. Comment ça va, Martin? Oh, très bien. Merci pour l'invitation. Bienvenue dans la nouvelle maison de la radio de CKIA, nouveau studio, 2 étages plus bas que le grenier. Oui, c'est ça. Depuis l'automne passé, on s'est promené pas mal de studio en studio. Oui. Effectivement, mais là, on est chez nous, on est dans la maison de la radio et on pourra parler anthropologie ensemble à toutes les 2 semaines, Martin. Et ce matin, on parle des littératies du futur. Et dans les derniers jours, la Ville de Québec a lancé un concours auprès des jeunes où on leur demande d'imaginer la Ville de Québec en 2050, mais sans aucune restriction d'aucune sorte. La littératie des futurs, c'est un peu ça? Tout à fait. C'est un concept qui remonte à 2012, où l'UNESCO a décidé de lancer une grande initiative pour, d'une certaine façon, synthétiser tout ce qu'on sait en termes de pratique puis en termes d'expérience réelle là, sur la participation citoyenne, mais dans un créneau assez particulier, c'est-à-dire orienté vers le futur. C'est-à-dire la conception qu'on a habituellement de la participation citoyenne, c'est par exemple une ville qui arrive avec un projet, qui dépose le projet et qui fait des consultations. Je suis pour, je suis contre. C'est ça. Maintenant, tout de suite. Et comme on sait très bien, à Québec comme ailleurs, cette approche-là souvent amène beaucoup de polarisation, justement. Parce qu'il y a des groupes qui sont pour, il y a des groupes qui sont contre, puis souvent on ne va pas tellement plus loin que ça. Et est-ce que la participation citoyenne, quand on parle justement d'une consultation publique pour ou contre un projet, y a-t-il une participation citoyenne ou est-ce que les gens sont pris dans la routine, dans le travail, puis dans le fond, c'est peut-être mieux de même parce qu'il n'y a pas grand monde qui participe? Oui, bien c'est ça. Donc, la première question, c'est justement qui est-ce qui va participer? Donc, c'est un pourcentage relativement faible habituellement. Tout à fait. Et aussi, ben il y a toute une évolution aussi aux consultations publiques, par exemple, au Québec, là, dans les dernières décennies. C'est-à-dire que si vous remontez, par exemple, à la fin des années 90, tournant les années 2000, vous avez des participations citoyennes qui étaient justement très ouvertes, où c'était comme une sorte de micro-ouvert dans certains cas. Là, et on a documenté des consultations où vous aviez des citoyens qui arrivaient, qui récitaient un poème sur leur amour des arbres, etc. Donc, effectivement, c'était très ouvert, très spontané, effectivement. Mais les gouvernements de différents paliers, avec le temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup restreint cet espace-là, c'est-à-dire que vous amenez, vous devez être validé d'avance, approuvé. Déposer un mémoire. Oui, déposer un mémoire. Les audiences publiques du BAP, entre autres, pour les projets éoliens dans Charlevoix, là, c'est quelque chose. Là. Ne va pas au micro qui veut. Là, effectivement. Et en même temps, ben, vous vous prononcez, est-ce que vous êtes pour le scénario A ou le scénario B? Donc, il y a eu beaucoup de balises de mise. Donc, effectivement, il y a eu toute une critique de ça et, entre autres, c'est pour ça que l'UNESCO a décidé de rassembler des outils pour penser la chose un peu autrement, justement, avec une orientation vers le futur. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le citoyen au bout du tuyau, d'une certaine façon, quand il y a un projet qui a été plus ou moins, on le voit, là, par exemple, avec les scénarios de troisième lien, le tramway, ça arrive, pratiquement les plans... on est à la fin de la machine à saucisses, c'est ça. Tout est fait, là. Ouais. Donc là, l'idée, c'était de ramener ça en aval pour voir un peu la vision des citoyens. Ce qui est intéressant là-dedans, puis l'exemple de Québec 2050 est intéressant parce que, justement, en s'adressant à des enfants, on se dit, ben OK, quelle est l'expertise des enfants pour penser le futur d'une ville? Donc, ce qu'il faut changer comme état d'esprit là-dedans, c'est que l'idée de cette littératie des futurs, c'est pas de faire de la prédiction, c'est pas de lire dans les feuilles de thé, prédire l'avenir. L'avenir, il est toujours en mouvement, comme on le sait, et il y a vraiment, évidemment, toujours beaucoup de complexité là-dedans. Cette notion de littératie des futurs, elle a beaucoup pris son envol durant la pandémie, par exemple, de 2020. Parce que là, les gens avaient du temps, les gens avaient du temps. Puis en même temps, dans un contexte où, paf, il y a un événement qui chamboule tout, qui met la planète sur pause. Effectivement. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de développer des capacités chez les gens. Donc, le terme de littératie, il est vraiment important ici, là. C'est-à-dire, c'est comme un muscle qu'on exerce. Et l'idée, c'est effectivement de commencer à l'exercer le plus tôt possible.
L'avantage des jeunes, M. Hébert, Martin, excuse-moi. L'avantage des jeunes, Martin, j'ai l'impression que c'est qu'ils se mettent pas de barrière eux-mêmes. En se disant, ça marchera pas à cause des génies conseils. Puis, ils pensent pas à ça, eux autres. Ils n'ont aucune barrière. C'est ça la plus-value des jeunes? Bien, il y a ça. Et en même temps, de les amener à réfléchir aux implications de leur idée. C'est-à-dire que si j'amène, je sais pas moi, bon, on peut parler du tramway. Bon, ben là, on est devant des futurs où il y a différents tracés, il y a différents... bon, il existe ou il n'existe pas ou quoi que ce soit. C'est facile d'avoir des débats très polarisés quand on s'en tient à ce niveau-là. Là où ça devient intéressant, et c'est ça que la littératie des futurs essaie de cultiver, notamment chez les jeunes, c'est quand on amène les gens à tirer les conséquences de leur position. C'est-à-dire que si tu as telle vision, qu'est-ce que ça signifie? Et l'idée, c'est d'amener les gens à se projeter dans ce futur qu'ils imaginent. Donc, c'est pas... évidemment, c'est pas, encore là, c'est pas de la prédiction, c'est, comme l'UNESCO dit, c'est une utilisation du futur dans le présent. Penser un coup à l'avance aussi. T'sais, pas juste voir le bout de son nez et dire je veux ce projet-là parce que. Ouais, mais après. Puis, tu sais, je trouve, Martin, que d'impliquer les jeunes, c'est d'autant plus important parce que quand on parle, par exemple, du tramway, c'est-tu les décideurs publics actuels qui vont s'en servir le plus longtemps ou est-ce que c'est les jeunes d'aujourd'hui? C'est eux qui vont s'en servir si on est logique. Donc, qu'ils soient impliqués dans le décisionnel, qu'ils soient impliqués dans l'imagination et dans les désirs pour une ville. Ça me semble la moindre des choses. Comment ça? Est-ce que c'est un réflexe qui est pas plus ancré que ça d'écouter les jeunes? Oui, bien, encore là, c'est la disqualification souvent de leurs compétences en disant, bien, ils connaissent rien, ils n'ont pas les données, ils n'ont pas... Et ça, c'est un modèle qui a été très présent, justement, toujours de dire, bien, on va commencer avec les données et après ça, vous travaillez avec... ce qu'on vous met sur la table, alors que la littératie des futurs, elle est basée sur une idée qu'on peut appeler la science citoyenne, c'est-à-dire où l'expertise scientifique, elle est là pour répondre à ces scénarios fous qui peuvent aller dans toutes les directions. OK, t'imagines des choses, pourquoi c'est pas possible ou pourquoi c'est possible. Et c'est quand on commence avec ces questions très larges, très éclatées, des scénarios des fois qui sont complètement farfelus, mais qui sont des expériences de pensée. Encore, cette analogie avec l'utilisation d'un muscle, elle est très importante, là. Même des scénarios d'anticipation qui sont, disons, à l'extrême en dehors disons, du champ de possibilités. La logique, là, ouais. Peuvent amener des expériences de pensée tout à fait fascinantes et évidemment, ce qui va se passer réellement est quelque part entre dans le milieu, c'est-à-dire c'est ça, entre un scénario où on a zéro innovation, par exemple, on fait juste on continue, boucher les nids de poules dans les chemins puis prier qu'il n'y ait rien de majeur qui lâche, là. Et les scénarios, je sais pas moi, ultra... farfelu, on se promène en deltaplane à Québec. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de voitures sur Québec. Mais encore là, c'est ça, c'est vraiment d'amener les gens à développer des outils pour participer dans un débat. Donc là, ça fait que si toi, tu as une position, moi, j'ai la mienne, au lieu de simplement nous buter un à l'autre, là, on nous amène à développer notre pensée, de dire, OK, sur quoi ça repose? C'est quoi? Bon, par exemple, il y a la notion de valeur qui entre là-dedans. Bon, c'est quoi les valeurs qui guident ta vision de l'avenir? Et chez les enfants, ben on peut certainement voir ça à l'œuvre, c'est-à-dire ça peut être soit un espoir, ça peut être soit, bien évidemment, le monde vu à hauteur d'enfant, il est différent aussi, donc c'est ça, ce sont des ingrédients qui vont entrer et diversifier surtout là, notre réflexion collective. La littératie des futurs, c'est un exercice tellement intéressant. S'il y a des gens à l'écoute qui se disent « Hein, j'aimerais peut-être ça me prêter à l'exercice sur un coin de table. Ça se fait-tu, ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice de littératie des futurs, là? » Oui. Bien, premièrement, il existe en ligne une diversité de jeux. Ah ouais? Oui. Donc, une grosse partie des méthodologies qui sont liées à la littératie des futurs implique l'utilisation de jeux.
de mise en situation, de scénario. Cool. Donc ça, malheureusement, pour l'instant, la plupart sont en anglais, là, mais ça vaut quand même la peine là, d'y jeter un coup d'œil. Là. Entre autres, là, il y a un jeu, The Thing from the Future, donc la chose du futur, créé par un concepteur qui s'appelle Stuart Candy, un Canadien. Et là, l'idée, c'est justement, encore là, de pousser votre pensée. OK? Donc, vous voulez un tramway, qu'est-ce qui arrive si cette tendance-là devient très lourde et là, tout d'un coup, on met des tramways partout à Québec? Qu'est-ce qui arrive si vous en faites un et ça s'effondre? Qu'est-ce qui arrive? Donc, il y a différents arbres de possibilités, etc. Donc, à travers le jeu, tout à fait. Les jeux, ironiquement, les plus intéressants, à mon avis, sur cette question-là, ont à voir avec le passé, c'est-à-dire l'imagination du passé ou la prédiction du passé, on va dire. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui vont vous inciter à penser à ce qu'on va appeler de l'histoire contrefactuelle. Donc, je ne sais pas moi, si le référendum de 1980 avait passé. Si Hitler était passé à l'École des Grands Arts. Je pense qu'il y a un livre qui a été fait là-dessus, l'École des Beaux-Arts. Là. Ouais. Il y a un livre Dichotomie, je pense qu'on appelle, quand c'est pas tout à fait la réalité. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Oui, parce que quand on fait l'exercice pour le passé, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'on est souvent dans un climat qui est moins chargé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les enjeux brûlants de l'actualité. On peut vraiment se concentrer sur le développement de la capacité de réflexion. Et deuxièmement, on a quand même un certain nombre de données. C'est-à-dire, on sait comment l'histoire s'est passée, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Et quand on entre dans l'exploration de scénarios, c'est là qu'on se rend compte, par exemple, qu'un petit événement peut avoir des conséquences absolument majeures sur l'avenir. Donc, ça nous aide à penser la complexité dans notre présent. Et c'est toujours aussi le fun de retourner dans le passé. Je trouve ça encourageant parce que je prends comme exemple Jules Verne, où c'est toute de la science-fiction à l'époque, mais de nos jours, c'est bien normal. Il faut quand même pas oublier que dans Jules Verne, un habit de plongée sous-marine, c'était de la science-fiction là, quand il a écrit ça. Là. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, tu pognes ça au magasin facile. Là. Fait que c'est encourageant. Oui, et quand on parle de Jules Verne, souvent, on parle de la technologie, des technologies qu'il a anticipées. Mais, par exemple, si vous lisez De la Terre à la Lune, il a aussi imaginé l'expérience sociale de ces technologie-là. C'est-à-dire qu'il décrit, par exemple, comment les promoteurs d'un voyage à la Lune devraient mobiliser la population pour financer un projet qui coûte si cher que ça. Donc, ça en est de la littératie des futurs, Jules Verne, dans le fond? Oui, dans la mesure où, justement, la littératie des futurs nous fait pas juste imaginer des scénarios, mais aussi imaginer comment on se sentirait dans ces scénarios-là. Quelle est l'expérience? Comment vous sentiriez-vous si la ville avait telle configuration? C'est tellement intéressant. Je vous invite à participer à votre manière, soit en allant sur The Thing from the Other From World, the Future. The Thing from the Future, ou encore petit exercice, des discussions à avoir avec vos amis, pourquoi pas. On prend un verre, on prend un café, on est avec les... Peu importe, dire « Hey, toi... » Comment tu le verrais, toi, le futur, mettons qu'on enlève toutes nos barrières? C'est comme rassurant aussi, puis c'est le fun de savoir qu'on peut se laisser aller avec un peu de folie, puis pas toujours se faire... tu sais, des rabat-joie qui sont trop structurés, puis qui te ramènent toujours à la réalité. C'est comme, c'est pas de même qu'on innove, tu sais. Non. Puis, c'est ça. Tout l'automne, aux 2 semaines, on va essayer d'amener une autre facette de ce grand univers-là, mais certainement, c'est quelque chose à explorer. Martin Hébert, merci beaucoup pour ce temps-là. Merci pour ces pistes de réflexion. Merci pour ce carburant à cerveau. C'est super gentil. On reprend ça dans 2 semaines. Ça fait plaisir. Salut, bonne journée.